Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Pour ma part, ça fait presque une semaine que je suis en Gaspésie et j'ai eu mon premier accouchement. J'aime toujours autant ça, c'est tellement un moment magique auquel j'ai la chance d'assister que ça me rend de bonne humeur pour un bon bout quand j'ai un accouchement. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez tabou mais très présent au sein de la profession infirmière, c'est-à-dire l'anxiété. C'était important pour moi de prendre un petit moment pour en discuter parce qu'il y a bien des choses que j'aurais aimé savoir sur ça quand j'ai commencé à pratiquer. J'ai plus aucunement honte d'en parler et de dire que je vis avec l'anxiété parce que c'est tellement important d'en parler. C'est ça qui aide le plus puis qui ouvre les portes pour pouvoir avoir de l'aide puis être mieux entouré. Mon but principal avec ce podcast-là, ça serait que ce soit utile à tous les étudiants dans la profession, que ce soit utile à toutes les infirmières planchées ou même à n'importe qui cherche à comprendre c'est quoi le phénomène de l'anxiété. Parce que pour vrai, de mettre des exemples sur un sujet aussi vague puis que quand tu as des symptômes, c'est vraiment propre à chacun, ben des fois, ça peut aider à comprendre un petit peu. L'anxiété, c'est quelque chose de vraiment étrange. La première fois qu'on en ressent, je parle par expérience, puis je pense qu'on comprend jamais vraiment c'est quoi tant qu'on l'a pas vécu. C'est toujours pratique d'être au moins un peu outillé pour comprendre ce qui se passe si jamais ça arrive. On va jamais le dire assez, c'est tabou, mais c'est tellement important d'en parler, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je consacre un épisode complet à ce sujet-là. Pour l'aborder, j'ai eu une bonne discussion avec Stacy Corriveau, qui est conseillère en soins infirmiers et étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, qui côtoie beaucoup de nouvelles infirmières ou d'infirmières qui vivent des transitions d'un département à l'autre, puis que comme vous allez le voir au cours du podcast, ben dans ces moments-là, des fois l'anxiété peut revenir. Elle a un bagage de connaissances super large, puis j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre l'anxiété, d'écouter la discussion que j'ai eue avec Stacy pour la normaliser, mais sans jamais la banaliser parce que l'anxiété, c'est quelque chose là, qui peut être vraiment handicapant. Puis la normaliser dans le but de comprendre qu'elle peut être présente au courant de notre carrière, savoir comment la reconnaître puis réagir si jamais on fait face à de l'anxiété. Avant de vous laisser avec l'échange que j'ai eu avec Stacy, je voulais vous parler des nouveautés de chez Garde Malade et d'Apprentis Inf, comme à mon habitude. Cette semaine, Garde Malade ont sorti leur première couleur de l'année 2023, le bleu ardoise. Je vais vous faire une confession, là, je me peux plus de pas vous le dire. Leurs uniformes sont tellement confortables que je m'étais ennuyée de les porter pendant que je travaillais pas dans les derniers mois. J'ai une valise pleine de leurs uniformes. Puis honnêtement, je la traîne dans mes assignations parce que je suis toujours heureuse de pouvoir avoir des aussi beaux uniformes pour accueillir les nouveau-nés dans notre monde. Si jamais vous voulez vous procurer leur nouvelle couleur ou vous procurer n'importe quel uniforme, n'oubliez pas d'utiliser le code CHOC10 pour un 10% de rabais sur votre commande pour encourager le podcast. Du côté d'Apprentis Inf, ils ont 3 nouveaux aides-mémoires. L'aide-mémoire de pharmaco volume 5, l'aide-mémoire des pathologies du système cardiovasculaire et celui des pathologies du système digestif. Pour les avoir vus, sont super complets, c'est des beaux résumés, ça peut vraiment beaucoup aider. Si jamais vous voulez vous les procurer ou avoir n'importe quel autre de leur aide-mémoire parce que vous ne les avez pas encore, utilisez le code CHOC15 pour un 15% de rabais sur toute leur boutique. Dans le cas des deux compagnies, j'attendrai pas plus longtemps que la durée du podcast pour passer votre commande parce que les stocks s'envolent tellement rapidement. Ceci dit, je vous vole pas plus de temps et je vous laisse au podcast. Bonne écoute! Allô Stacy! Allô Ariane! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Fait que là, qu'est-ce qui se passe de neuf avec toi dans ton parcours? Ils m'ont dit tellement de choses. Et dans le fond, en un an, comme ma carrière a vraiment beaucoup déboulé puis avancé. Là. Mais dans le fond, moi, je termine ma maîtrise actuellement en sciences infirmières, profil intervention. Ouais. J'ai été nommée vice-présidente comité jeunesse de l'Ordre régional des infirmières de l'Estrie.
Et ensuite de ça, c'est ça, beaucoup de projets là, à côté aussi. J'ai commencé un nouvel emploi comme conseillère en soins infirmiers, volet soutien et encadrement clinique pour les urgences au CIUS de l'Estrie-Chute. Je vais commencer une charge de cours aussi là, prochainement. J'enseignais déjà ici et là. Des conférences, des présentations de projets de recherche. Fait que tu touches un peu à tous Ouais. les milieux. C'est vraiment Un peu de fun. tout. Fait que je fais autant du clinique que de la recherche, que de l'enseignement, que du rayonnement de la profession puis de la relève infirmière. Donc, Oui. c'est les soins infirmiers, les sciences infirmières, je mange ça pour déjeuner le matin. Là. OK, je vois. Fait que toi, mettons, pour te rendre là, ça a été quoi ton parcours scolaire puis ton parcours, mettons, ton commencement dans la profession? Ben moi, ça remonte à loin. J'ai un parcours un peu en zigzag. Fait que je sais pas si ça va peut-être parler à des gens là, qui se questionnent, est-il trop tard pour retourner à l'école ou non? La réponse est non, il est jamais trop tard. Parce que moi, en fait, quand j'étais jeune, je voulais être thanatologue. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est d'embaumer des morts. Ah, d'accord. Ouais. Puis après ça, j'ai voulu être travailleuse sociale, tout ça. Fait que j'ai lâché chimie physique. Je suis allée en éducation spécialisée. Moi, je voulais travailler avec les jeunes délinquants. Je voulais travailler en santé mentale. Fait que j'ai fait mon éducation spécialisée en même temps que des cours de sciences humaines pour pouvoir m'inscrire en travail social. Finalement, ça n'a pas marché parce que la quotaire, elle a comme vraiment augmenté pendant que j'étais en train de faire mon cours. J'ai pas pu m'inscrire en travail social. Fait qu'à la place, j'ai fait un certificat en toxicomanie, puis j'ai commencé à travailler à DPJ. Dans ce temps-là, c'était pas avec les CIUS, les CIS, là, c'était à part. Donc, j'ai commencé à travailler avec la clientèle jeunesse qui avait des troubles de comportement, qui avait des problèmes de dépendance, en abus sexuel, abus physique, abus psychologique. Et je suis vraiment tombée en amour avec la clientèle marginalisée. Donc, tu sais, les gens qui sont partis avec une prise d'envie puis qui l'ont comme pas eu facile, je suis vraiment tombée en amour avec ça. Puis là, il y a eu des remaniements dans le système de santé, la création des CIS, tout ça. Et comme j'étais dernière engagée, j'ai été la première à partir quand ils ont fait des coupures dans le système. Et le lendemain que j'ai perdu cet emploi-là, je me suis inscrite en soins infirmiers au cégep parce que j'étais tellement tombée en amour avec l'intervention, mais il me manquait quelque chose, puis c'était tout ce qui est l'ordre, qu'est-ce qu'elle me permet de faire au niveau de l'évaluation, au niveau de la prise de décision, puis de l'autonomie. Ma sœur, elle avait fait des études en soins infirmiers, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Fait que je voulais manier un peu mes deux passions et aller en soins infirmiers pour pouvoir continuer de travailler avec cette clientèle-là. J'ai travaillé là, entre-temps aussi dans des centres de réadaptation en dépendance, en centre de désintox pendant mes études. Après mon DEC, moi j'ai fait un DEC au cégep à Tête-Fern, je me suis inscrite au bac. Moi, je me suis dit, jamais je vais faire un bac, c'est fini. Les études, non. C'est fini les études. Finalement, ben, j'ai commencé à travailler au CIUS de l'Estrie en maternité parce que c'est là qu'ils m'ont mis. Puis, OK, c'est correct. Puis, j'ai fait mon bac. J'ai été en profil soins critiques. J'ai commencé à travailler à l'urgence. Et là, ça a été un déclic parce que là, je suis dans la crise. Donc, j'accueille des gens qui sont en crise suicidaire, qui sont en psychose, qui vivent des situations psychosociales vraiment difficiles, qui se présentent à l'urgence parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres places qui peuvent aller. On est dans l'urgence et moi, c'est ça que j'aimais. C'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai travaillé là, à l'urgence là, pendant 4-5 ans. Je me suis inscrite à maîtrise après mon bac. Parce que, tu sais, moi, c'était fini les études. Ouais. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise profil intervention parce que, en fait, qu'est-ce que c'est la maîtrise d'intervention? C'est que tu fais pas de la recherche. Fait que c'est pas toi qui est chercheur, qui va tester des outils cliniques, qui va manipuler des données. Mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas critiquer de la recherche. Donc, tous les résultats qui existent déjà, les études qui existent déjà, tu vas cibler une problématique qui existe dans le réseau de la santé, puis tu vas voir comment la recherche peut répondre à ce besoin-là. Et toi, tu deviens experte en comment je peux appliquer ces résultats-là pour faire un changement dans le système de santé. Comment est-ce que je peux résoudre cette problématique-là en prenant conscience de la réalité du milieu, de la réalité du terrain. Donc, encore une fois, j'ai pris mes deux passions, les sciences infirmières et l'intervention. Je les ai jumelées ensemble. Donc, moi, je travaille là, actuellement sur la problématique de la prévention du suicide dans les urgences. OK. Donc, c'est un peu mon parcours en dents de scie, mais qui se rejoint. Fait que ce que j'ai fait avant d'être infirmière, ça m'a beaucoup servi. Tout ce qui est la relation d'aide, l'intervention, l'évaluation du risque suicidaire. Donc, ça m'a beaucoup servi dans mon parcours, même si
à la base, c'était pas connecté, c'était pas connexe. OK. Qu'est-ce que tu aimes de la profession infirmière? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aime? J'aime l'autonomie que ça procure. On est des professionnels de la santé. Le grand public qui connaît pas vraiment notre rôle, ce rôle-là. Il y a une campagne, là, justement, de l'Ordre qui vient de sortir qui dit que les infirmières, on n'est pas juste des bras. Bien, c'est vrai. On fait pas juste passer des pilules. C'est tout le chemin cognitif que j'emprunte quand que je fais mon évaluation. OK? Puis surtout à l'urgence, que j'ai mon patient qui arrive et qui a des symptômes, mais qui n'a pas de diagnostic. Donc, moi, toute mon autonomie infirmière, de regarder les symptômes puis de les connecter ensemble et de le soulager dans l'ici et maintenant. Puis c'est encore plus vrai quand on parle d'intervention en situation de santé mentale parce que le médicament que je vais donner à mon patient, c'est moi-même. Donc, ça va être mes interventions, mes mots, ça va être l'approche que je vais choisir pour venir en aide à cette personne-là. Ça me stimule, ça me passionne, c'est ça que j'aime. C'est le ici et maintenant. Qu'est-ce que j'aime aussi de la profession infirmière? Mais moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. La paye, c'est sûr, les conditions de travail sont pas faciles. Ouais. Mais je trouve que ma paye, c'est vraiment le changement que je peux créer dans le monde. Tu peux mettre un soleil dans la journée de quelqu'un. Tu peux... Puis c'est vaste aussi, c'est ça que j'aime, c'est que tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire de la recherche, de l'enseignement, tu peux toucher à tout. C'est tellement vaste, toutes les clientèles sont là. Si tu tripes à parler avec des personnes âgées, tu peux aller en gériatrie. Si t'aimes les plaies, t'aimes le sang, ben là, tu peux aller en chirurgie, tu peux aller au bloc, tu peux être infirmière en soins de plaies. Fait que c'est tellement grand, c'est tellement vaste que je trouve que tout le monde peut y trouver son compte. Donc, c'est ça que j'aime. C'est bon. Au début, quand on a commencé, tu as dit que tu étais rendue dans le comité jeunesse. Mmh. Qu'est-ce que ça consiste pour ceux qui ne le sauraient pas, le comité jeunesse de l'Ordre des infirmières du Québec? En fait, en quoi ça consiste, c'est que, tu sais, il y a comme l'Ordre des infirmières à Montréal, là, le Big Ordre. Eux, ils ont un comité jeunesse. Fait que dans le fond, c'est toutes les infirmières qui ont moins de 5 ans de pratique, qui ont moins de 35 ans. OK. Donc, n'importe qui, comme par exemple, toi, tu fais partie de la relève infirmière, donc tu peux être membre, dans le fond, de la relève infirmière sur les événements, tu peux participer aux événements, aux concours, tout ça. C'est quoi le rôle du comité jeunesse de l'Ordre? Ben, c'est de faire rayonner la relève infirmière puis de faciliter l'intégration des nouvelles infirmières dans le système de la santé puis dans le réseau. Comment qu'on fait ça? On donne des bourses, on fait des activités de réseautage, on rencontre les membres de la relève pour voir c'est quoi leurs préoccupations. On ramène ça à l'Ordre des infirmières. Puis dans le fond, ça, c'est le comité comme provincial. Puis chaque région a un comité régional. Donc, moi, je suis dans le comité régional de l'Estrie, à l'Ordre régional des infirmiers et des infirmières de l'Estrie. Et eux, dans le fond, c'est ça, on a un comité jeunesse, nous autres. Puis la présidente de ce comité-là, elle est dans le comité provincial. OK. Fait que dans le fond, moi, je suis vice-présidente du comité régional. J'ai été secrétaire pendant 2 ans. Donc là, j'entame ma 3e année de mandat. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Une de nos plus belles réussites, là, c'est qu'on est comme les seuls au Québec qui a comme parti ça, c'est qu'on s'est allié avec le CIUS de l'Estrie, le comité de la relève infirmière. Donc, avec eux, on a fait un partenariat avec les maisons d'enseignement. On rencontre les étudiants 1-2 fois par année pour discuter de leurs problématiques, de leurs enjeux, de leurs inquiétudes. Et on les mobilise pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions. Puis une fois qu'on a ces rencontres-là, qu'on a nos solutions, ben moi, ce que je fais, c'est que je le ramène à mon comité, puis ma présidente en discute avec l'Ordre régional et l'Ordre provincial de comment on peut faire pour soutenir encore plus notre relève. Et aussi, on fait des recommandations aux établissements de santé. Donc, la partie du CRI, qui est le comité de la relève inférieure du CIUS de l'Estrie, va amener ça à leur conseil administratif, à leur conseil exécutif et faire des recommandations. Ben voici notre relève infirmière, les besoins qu'ils ont. On vous recommande de mettre telle chose en place pour mieux les accompagner, mieux les soutenir dans leur développement. Et pour, tu sais, ultimement, ce qu'on veut, c'est de la rétention. C'est qu'on veut qu'ils restent dans la profession, puis on veut que ça soit facile puis agréable pour eux. Donc, c'est ça qu'on fait en tant que... Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je fais activement là, dans le comité jeunesse actuellement. Mais sinon, on fait des 5 à 8, on donne des bourses, on organise des activités de réseautage. On a fait une journée de la relève infirmière en longue durée l'année passée. Donc, quand les CP en longue durée sont arrivés, les externes, les CP, les infirmières auxiliaires, on les a accueillis pour qu'ils se fassent déjà un réseau de soutien avec les autres infirmières, les autres CP qui étaient dans le même milieu qu'eux.
Puis Luc Mathieu était là, le président de l'Ordre, pour OK. parler un peu de son parcours. Donc, c'est ça, ce qu'on veut, c'est allumer cette passion-là. là. Ouais. Puis toi, est-ce que tu étais déjà dans l'engagement avant? Tu sais, est-ce que tu t'es impliqué quand tu étais à l'université ou ça a popé de nowhere? Tu t'es dit, moi, j'essaye ça. Pas en tout. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je sais pas, c'est quand j'ai commencé à être aussi impliquée. Moi, j'étais la personne, là, quand j'étais au cégep, quand j'étais à mon bac, j'étais pas si impliquée que ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était avoir mon diplôme, travailler, faire des enfants, puis avoir une maison. OK. C'est tout ce que je voulais. Ouais. Mais finalement, j'ai rencontré professeure Jessica Rassi, qui est ma directrice de maîtrise, puis c'est tellement une femme inspirante, c'est tellement une infirmière qui est engagée, que j'ai comme, à force de parler avec elle, de discuter avec elle, elle m'a un peu transmis ce feu sacré-là, et elle m'a un peu transmis aussi ce leadership-là, que tu peux faire rayonner les autres autour de toi. Puis c'est ce qu'elle a fait avec moi. Elle m'a fait rayonner, elle a allumé ce feu sacré-là. Et j'ai commencé un peu à m'impliquer partout. Puis là, actuellement, ce que je trouve le fun, c'est que je peux me permettre de le faire à mon tour avec Ouais. les jeunes infirmières qui intègrent la profession. J'essaye de mettre un peu de charbon dans leur feu Ouais. pour les allumer. Fait que non, avant, c'est ça. J'étais pas du tout engagée. Puis il y a comme eu un déclic. Je suis tombée en amour. Je pense que c'est quand je suis tombée sur mon X. Quand j'ai Ok. commencé vraiment à travailler puis à Ouais. aimer ça, c'est là que j'ai commencé à m'engager. OK. Puis pour quelqu'un que ça pourrait peut-être l'intéresser, mettons, comment ça fonctionne pour rentrer dans les comités jeunesse, pour t'impliquer? Y a-t-il un processus ou... En fait, on a des périodes de recrutement. OK. Et donc, quand il y a des périodes de recrutement, on va le dire, on va comme mettre ça sur les pages Facebook. Il y a des pages Facebook. Chaque comité régional a sa page Facebook, a une page LinkedIn, etc. Donc, on va publier, dans le fond, qu'on cherche des gens. Les gens vont pouvoir envoyer leur CV, leur lettre de présentation. Des fois, c'est une vidéo. Puis nous, après, en réunion, on va sélectionner des candidats. Ça peut être aussi des candidatures spontanées. Comme à m'emmener, on avait beaucoup de membres qui quittaient. Donc, on a accepté des candidatures spontanées, juste des gens qui nous accrochaient. Puis, hey, Stécie, t'es dans le comité jeunesse, j'aimerais ça m'impliquer. Comment je fais? Ben, applique, on n'a pas de nom. OK. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de rentrer de façon spontanée. Fait que n'importe qui peut s'impliquer. Puis, comme, mettons, en ce moment, on est complet. Notre comité est complet. On a tous nos membres, c'est 10 personnes. Comment qu'on peut faire pour s'impliquer à ce moment-là? Bien, c'est juste de nous solliciter, de venir à nos 5 à 8, de venir à nos activités, de nous poser des questions, d'interagir. Si par exemple, vous êtes dans un milieu X là, à l'hôpital, qu'il y a beaucoup de jeunes infirmières qui vivent des problématiques, bien, vous pouvez venir nous écrire pour chercher des solutions avec vous, pour qu'on puisse vous appuyer, regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est une autre façon qu'on peut s'engager dans notre milieu puis de s'impliquer dans le comité jeunesse. OK. Puis toi, l'implication que ça te demande dans ta vie d'être sur le comité jeunesse, est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps ou c'est un petit à côté puis ça se fait bien? Ça se fait vraiment bien. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'implication. Il y en a beaucoup qui se disent « Ah, tu sais, ça va bien paraître dans mon CV, je vais m'impliquer, je vais faire quelques heures ici et là. » Ça reste du bénévolat, par exemple. Tu sais, Ouais. c'est pas une job, c'est du bénévolat. Donc, c'est du temps que tu donnes parce que tu veux bien le donner. Donc, ça va dépendre des périodes. Quand on a des périodes plus achalandées, comme par exemple, là, le comité d'étudiants va recommencer avec la nouvelle session, et c'est sûr que je vais mettre plus d'heures parce qu'il faut que j'organise les rencontres, il faut que je fasse la rédaction après du procès-verbal, il faut que j'envoie ça aux différentes personnes. Donc, c'est sûr que ça va me prendre un peu plus de temps, mais tu sais, on parle peut-être d'un 2 à 5 heures par semaine dans des gros rushs, là, quand OK. on organise des événements. Sinon, c'est peut-être 2 à 5 heures par mois. OK. Donc, c'est vraiment, ça dépend des périodes. Si on est en train de donner des bourses, si on est en train d'organiser des événements. Il y a dans le fond, on a un sous-comité des communications. Elles sont plus actives parce qu'elles vont souvent publier. OK. Donc, moi, en tant que vice-présidente, ce que je fais, c'est que je valide un peu avec elle les publications qu'elle veut faire. Des fois, je leur donne des idées. On est vraiment comme une grosse équipe qui communique. Donc, voilà. C'est pas beaucoup d'implications, en fait, là. OK. Fait que quelqu'un qui aurait juste un petit intérêt, qui voudrait partager sa passion, c'est quelque chose qui pourrait être possible pour cette personne-là. Absolument, absolument. Parfait. Puis là, on parle du comité jeunesse, on parle des problématiques au niveau des infirmières. Je pense qu'il y a une problématique qui est importante de soulever, c'est l'anxiété chez les infirmières. Petite tranche de vie, j'ai été à l'urgence il y a une semaine, puis l'infirmier qui était au triage me dit t'as-tu d'autres problématiques de santé? Puis l'infirmier, on se connaissait, il savait que que j'étais infirmière. J'ai dit je fais de l'anxiété, puis il m'a répondu comme toutes les infirmiers et les infirmières. J'ai fait
Ouais. C'est un peu dommage, toi. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'anxiété dans la profession infirmière? Ben, c'est sûr que je suis peut-être biaisée de par mon rôle puis mon emploi parce que, comme je disais, je suis conseillère en soins infirmiers en soutien et encadrement clinique. Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que j'accompagne la relève puis les novices sur le terrain après leur embauche, après leur intégration sur le plancher. Donc, je suis peut-être plus au fait de ça. J'y goûte peut-être un peu plus. Je pense que oui, il y a une problématique d'anxiété, mais je vais reformuler ma phrase. Je crois qu'il y a de l'anxiété, mais tu sais, pour que ça devienne un trouble puis une problématique, il faut que ça soit exagéré par rapport au contexte, Ouais. comme toute problématique de santé mentale. Et en fait, ce que la recherche, que la littérature démontre, c'est que c'est normal. OK. C'est un processus, l'intégration à la profession infirmière. Donc, il y a différents modèles, dont Benner, en fait, qui est une chercheure qui a développé un modèle d'intégration puis de développement. Dans le fond, c'est comme des étapes. Et l'anxiété en fait partie. L'anxiété peut provenir du fait d'avoir peur de faire une erreur, d'être accepté par ses pairs. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent quand on devient infirmière, quand on est nouvellement diplômé, outre le fait de devenir infirmière, parce que souvent, c'est la fin des études. On quitte maman, papa pour aller habiter en appartement. Nouveau conjoint, nouvelle conjointe, projet maison, projet bébé, voiture. Il y a beaucoup de choses en même temps. Et je pense que ça, c'est présent dans toutes les professions. Je pense que ça fait partie des stades normaux de la vie de je suis une nouvelle professionnelle, je suis une jeune professionnelle. OK. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une petite couche de plus quand tu es infirmière parce que là, tu deviens membre d'un ordre professionnel. Tu deviens avec des responsabilités. Il y a une phase de choc. Il y a un autre modèle, là, dans le fond, de Dutcher-Buckchuck. J'ai tout le temps de la misère à le dire. Puis, tu sais, les premiers mois, c'est la phase de choc. Si tu fais des deuils de t'as peu, tu sais, quand j'étais CP, j'avais moins de responsabilités, j'avais pas ce stress-là de faire une erreur. Je suis sur un nouveau département. Ce que j'avais imaginé d'être infirmière, c'est pas ce que c'est en ce moment. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Beaucoup de remises en question. Beaucoup d'anxiété aussi qui vient du fait qu'on n'en parle pas. Parce que je veux pas que mes collègues me jugent. Je veux pas qu'ils pensent que je suis faible puis que je serai pas capable. Donc, j'en parlerai pas. Ouais. Donc là, c'est là que moi, j'interviens comme conseillère. Ouais. J'ai remarqué, mais je vais te prendre un exemple. Ouais. Ariane, j'ai remarqué que tu sembles préoccupée pendant que tes corps de travail. Il y a des petites erreurs que tu fais, rien de majeur. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Veux-tu qu'on regarde ça ensemble? Puis ça fait juste partie du développement normal de l'identité infirmière. Et ce qui est un peu le fun et plate en même temps de cette profession-là, c'est qu'on apprend toute notre vie. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on va recommencer un nouveau poste, on va retomber dans ces phases-là de transition. Ouais. On va retomber dans nos stades de Benner, dans le fond, novice, expert. On va comme redescendre un petit peu. Donc, c'est le fun puis c'est plate en même temps parce que ça nous permet de se réinventer, mais ça fait en sorte qu'on est constamment déstabilisé. Ouais. Donc, oui, il y a de l'anxiété chez nos infirmières qui est normale, je vais dire, là, qui fait partie du processus. Mais c'est sûr qu'il y a les conditions de travail qui sont pas faciles. Ouais. Fait qu'on a notre anxiété, là, je parle de l'urgence beaucoup parce que c'est le milieu que je connais. Là. Est-ce que je vais voir ma famille ce soir? Est-ce que je vais être capable de faire mon corps de travail de 16 heures au complet? Il y a cette anxiété-là. Il y a l'anxiété de j'ai beaucoup de patients dans ma salle d'attente. Est-ce que je suis en train de donner des soins optimaux en ce moment? Il y a cette anxiété-là, c'est sûr. Donc, c'est vraiment de l'anxiété qui est multifactorielle puis qui est causée par des stresseurs. Donc, on a vraiment un stress. Il y a une différence entre le stress et l'anxiété. L'anxiété, ça devient vraiment le trouble quand ça devient handicapant puis que ça fait en sorte que je suis plus capable de faire les choses. Ça me crée de l'insomnie, ça me crée de diminution de l'appétit, augmentation de l'appétit, prise de poids. Mais il y a aussi des stresseurs. Fait que là, on vit des stress à ce moment-là de mon intégration à ma nouvelle profession. Ma salle d'attente est pleine. J'ai changé de chef de service 3 fois en 6 mois. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on remarque. Je ne sais pas si c'était le même avant parce que je suis nouvellement conseillère. Fait que je ne sais pas si c'est nouveau comme problématique. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Puis comme tu dis, tu sais, qu'on se réinvente toujours, tu sais, des fois, un changement de département ou quoi que ce soit, même si ça fait 10 ans que tu es infirmière, si tu changes de département, ça va comme revenir le petit stress, l'anxiété. Fait que c'est quelque chose
j'imagine que tu vas avoir malheureusement. Ou, tu sais, on apprend à dealer avec ça. Fait que, tu sais, je vais en parler un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui suit un petit peu les infirmières tout le long de leur carrière. Ben, encore plus quand ça fait 10 ans. Imagine, je te mets une mise en situation, ça fait 10 ans que tu es infirmière aux soins intensifs, par exemple. Ouais. T'es hot, là. Ça fait Ouais. 10 ans que tu connais ça, là. Ça fait 10 ans que tu poses la même sorte de cathéter, que tu as un langage qui est propre aux soins intensifs, tes protocoles que tu connais par cœur, les médecins que tu appelles par leur prénom, puis que tu vas prendre des cafés avec la fin de semaine. Et là, je te mène à l'urgence, où toi, une pression à 180 sur 102, c'est pas stressant, là. Ton patient, il a comme 1 litre d'O2, puis d'habitude, il n'y en a pas. Là, ça devient vraiment stressant. Mais tandis que tu es aux soins intensifs, 1 litre d'O2, là, pas stressant. Ah Là. oui. Fait que tous les codes sont différents. Ouais. Tu connais pas ton environnement. Le langage peut être différent. Ce qui est stressant, ce qui est pas stressant, ne sera pas pareil. Ton évaluation sera pas pareille. Les gens, tu les connais pas, tu sais pas à qui te confier, c'est qui tes alliés, c'est qui les personnes d'expérience à qui tu peux poser des questions. La chef de service, tu la connais pas. Tout est différent. Fait que c'est sûr que tu es déstabilisé, mais en plus, qu'est-ce qui est pire? C'est que toi, tu sais que ça fait 10 ans que tu es infirmière. Puis tu te mets un stress, une pression de performance. De comme, ben voyons, je me sens comme si je venais juste de commencer, je me sens comme si je sortais de l'école. Ouais. Ben voyons donc, je suis donc ben pas bonne. Dans le fond, j'étais pas bonne depuis 10 ans, mais comme vu que j'étais à la même place, tu sais, c'est comme tout ça qui embarque. Ouais. Fait que c'est pour ça que je parle des processus normaux, c'est que, tu sais, dans le fond, t'es performante ou experte, puis là, tu vas reculer peut-être au stade de débutante, peut-être pas novice parce que tu sors pas de l'école, mais c'est tellement de nouveautés, t'es plus dans tes pantoufles. Fait que c'est sûr que tu recommences un peu puis que tu recules, mais reste que t'es infirmière, que t'as un jugement clinique que ça fait 10 ans que tu développes, ben il faut que tu te bases là-dessus. Ouais. Faut que tu te bases sur ce que tu sais, puis à un moment donné, ça va débloquer, puis OK, c'est bon, tu sais. Tu prends confiance. Tu prends Ça confiance. vient tranquillement. Ouais. Puis tantôt, j'ai souri quand t'as dit que tu voulais pas en parler à tes collègues parce que c'était lourd. Je pense que l'anxiété, c'est un problème chez les infirmières parce que justement, l'expression, mettons un chausseur mal chaussé. Non. Un cordonnier mal chaussé. Merci, un cordonnier mal chaussé. Je pense que n'importe quelle infirmière qui a un problème de santé, que ce soit physique ou mental, on est vraiment... Mettons, je te regarde, t'as un problème, je vais faire « Non, Stacy, ça marche pas. Va à l'urgence. Moi, j'ai le même problème, je vais faire « Ah, c'est correct, je vais le toffer. » Fait qu'on est dur envers nous-mêmes. Puis même avec nos collègues, j'ai l'impression qu'il y a comme un tabou au niveau de l'anxiété dans la profession. Est-ce que je me trompe? Ben en fait, pas juste au niveau de l'anxiété. Il y a vraiment un gros tabou au niveau... Ben, tout ce qui est santé mentale. Ouais. Puis ça, je trouve ça dommage. Je trouve que... Là, c'est sûr qu'on embarque dans autre chose qui est la culture organisationnelle. Mais tu sais, tout ce qui est les arrêts de travail, les burn-out, tout ça, c'est très tabou parce que, ben là, tu sais, c'est ça, elle voulait pas travailler. Mais non, tu sais, elle est épuisée. Ouais. C'est une dépression. Fait que oui, il y a ce tabou-là de pas vouloir en parler parce que, premièrement, tu veux pas que les autres pensent que tu es faible. Il y a encore ce tabou-là partout dans la société, pas juste dans la profession infirmière. Mais il y a aussi le fait qu'on minimise beaucoup nos symptômes. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'on est toujours le regard porté sur l'autre. Ouais. Puis il y a aussi le fait qu'on a des connaissances. On s'évalue. Ouais. Puis on se compare à nos patients. Ouais. On se dit, ben voyons, je suis pas si pire que ça. Puis il y a aussi le fait de se sentir coupable. Ouais, mais c'est parce que si je m'en vais en maladie, si je le dis, ben là, c'est qu'il va encore manquer du monde. Il va y avoir encore moins de monde sur le plancher, mon équipe, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment particulier, la profession infirmière, puis à quel point notre équipe de travail, ça nous perturbe. Je me souviens, c'est m'est déjà arrivé là, d'être vraiment malade, là, de faire comme du 38 de fièvre. J'avais l'influenza. Puis je me sentais coupable de coller malade parce que je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Mais la Terre puis l'urgence s'arrête pas de tourner parce que t'es... Puis heureusement, mais oui. Fait que, tu sais, il y a un peu cette pression-là qu'on se met sur nous-mêmes qui n'est pas justifiée. Ouais. Parce qu'on reste des humains. Puis c'est ce qui fait qu'on n'est pas juste des bras. Puis qu'on... C'est pas... Tu sais, l'espèce de terme, moi, c'est donc bien une vocation. Moi, parce que une vocation, ça implique que tu vas te délaisser, puis
puis que tu vas abandonner toute ta vie pour pouvoir prendre soin des gens. Un peu comme on se remet dans l'époque des gardes malades, puis des aides-soignantes qui n'avaient pas le droit de se marier puis d'avoir d'enfants parce qu'elles dédiaient sa vie à la profession infirmière. Mais on n'est plus là. Ouais. On n'est plus là, on est des êtres humains, puis c'est ce qui fait qu'on est des professionnels compétentes. Parce qu'on est capable d'avoir de l'empathie, on a nos connaissances, on a notre expertise. Mais ce que je dis souvent aux jeunes infirmières qui viennent me voir, puis qui sont très critiques envers eux-mêmes, qui veulent performer, puis qui sont super compétentes, là, traite-toi comme tu traiterais un de tes patients. Qu'est-ce que tu dirais à ton patient qui te décrit les symptômes que tu me décris en ce moment? Tu serais douce avec lui, tu l'accueillerais, tu serais empathique. Pourquoi tu ne l'es pas avec toi? Tu sais, on a de la difficulté à faire ça, à se traiter comme notre propre... Comment on traiterait notre patient. Ouais. On a beaucoup de difficultés avec ça. Je sais pas ça vient d'où. Puis tout ça mène toujours au fait que c'est vraiment difficile d'aider une collègue ou d'aider, je pense, un infirmière en général, parce que justement, on se met beaucoup de pression sur les épaules. On veut pas arrêter, on veut pas faire ci, on veut pas faire ça. Les conseils qu'on donnerait à un patient, on veut même pas les appliquer à cause de toute la pression qu'on se met. Fait que c'est difficile d'aider un infirmière. Quel conseil tu pourrais donner pour quelqu'un, mettons, qui voit que, elle a une de ses amies que sur le plancher, ça marche pas, elle a beaucoup de pression, mais que la personne, elle nie totalement le problème, puis elle se met beaucoup de stress de performance. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Est-ce que tu veux que je te réponde comme Stacy, la collègue conseillère. Ou la conseillère? OK. Ben, mettons un peu des deux. OK. C'est un truc général, puis un truc entre amis, mettons, pour s'aider entre collègues. Ben, en fait, par exemple, si toi, t'arriverais, puis que moi, je suis pas la conseillère de ton département, puis tu me dirais ça, en fait, je te dirais, ben, t'en as-tu parlé avec ton ami, premièrement? Est-ce que tu l'as reflété, ses comportements? Tu sais, j'ai remarqué que tu parles moins. Est-ce que ça va? Est-ce que il y a quelque chose qui se passe dans ta vie? Parce que on sait pas, ça peut être vraiment autre chose, là. Fait que c'est juste de signifier sa disponibilité puis de faire des reflets. Si à ce moment-là, la personne dit non, non, ça va, puis ça va, puis ça va, tu sais, on n'insiste pas, mais on offre sa disponibilité. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il y a des enjeux de sécurité. Si on se craint pour la vie de cette personne-là puis qu'elle démontre un peu des signes d'idées suicidaires, ben faut poser concrètement la question. Ouais. Là, j'embarquerai pas là-dedans là, parce que moi, si on me part là-dedans, j'arrêterai plus de parler. Mais il faut poser concrètement la question, as-tu des idées suicidaires? As-tu besoin d'aide? C'est tout non, mais on peut la référer au PAE, qui est le programme d'aide aux employés. Je sais pas s'il y en a il y en a sûrement dans tous les milieux. Là. Ouais, ben à date, j'ai fait comme 3 hôpitaux. Les 3 hôpitaux, il y en avait. Bon. Fait que j'imagine en général. Donc oui, on la réfère au PAE. Si jamais la personne veut un soutien, des aides, puis elle dit « Ah oui, c'est vrai que ça file pas », mais on peut la référer au PAE. On peut lui conseiller d'en parler à sa chef de service. On peut la référer, lui dire, ben, va voir ton médecin de famille, voir s'il peut pas faire quelque chose. On peut aussi la référer à la conseillère puis à la préceptrice. Il y a une différence. Dans le fond, il y a des conseillères comme moi qui est plus soutien encadrement clinique. Il y a aussi des préceptrices dans les milieux de soins qui sont d'autres conseillères. Puis eux, c'est un poste transversal qu'on appelle. Là. Ils n'ont pas juste le département. Comme ici, il y en a une pour Fleurimont, dans le fond, pour tout l'hôpital. Puis en fait, c'est des personnes qui s'occupent des nouvelles infirmières entre 0 et 2 ans, puis qui vont vraiment s'occuper du développement de l'identité infirmière, du savoir-être, fait qu'ils vont vraiment plus pouvoir apporter un soutien psychologique puis apporter des trucs concrets. Maintenant, si c'était, mettons, toi qui viendrais me voir, puis que toi, tu travailles à l'urgence et que tu es Puis peu importe nouvelle infirmière, moi, mon rôle, c'est... Peu importe t'es rendu dans ta profession, là, c'est pas comme les préceptrices. Puis tu viens me voir, tu me dis, écoute, ça va vraiment pas bien, j'ai beaucoup d'anxiété, j'ai de la difficulté à faire mes corps de travail, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Je vais te demander quel impact que ça a concrètement, qu'est-ce que tu vis, c'est quoi tes émotions, on va ventiler ensemble, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vais te demander qu'est-ce que tu as fait concrètement jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, puis ça serait quoi pour toi la situation idéale? Comment que tu vois la solution? OK? Puis comment qu'on peut faire pour se rendre là ensemble? Donc, moi, je vais pas... moi, je vais donner des outils. Ouais. Donc, je vais faire un suivi. Je peux venir passer un corps de travail avec toi pour te donner du feedback, de la rétroaction de façon très directe sur le on the spot. Ou je peux même te dire, ben écoute, est-ce que
mettons, toi, t'es nouvelle, puis tu connais pas personne, ben, je peux te mettre en contact avec une personne que ça fait longtemps qu'elle est là, puis que je sais qu'elle est douce, puis qu'elle est patiente, puis qu'elle est bonne avec les stagiaires, avec les nouvelles, puis que tu vas pouvoir te référer à elle, ça va diminuer ton niveau d'anxiété. Donc, ça dépend vraiment du besoin de l'infirmière. Ça dépend vraiment de ce qu'elle veut comme solution. Moi, je vais pas la forcer. Ouais. Je vais pas mettre des choses en place si elle ne veut pas. Si elle n'est pas prête Si elle à n'est pas sévir prête. encore. C'est ça. OK. Donc, moi, je vais offrir à ce moment-là ma disponibilité. C'est sûr que maintenant, s'il y a des enjeux au niveau de la sécurité et de la qualité des soins, je n'aurai pas le choix de prendre des actions concrètes. Mais ça sera plus moi rendu là qui va être là. Donc, c'est ça. Si jamais à la maison, vous avez une collègue, même vous, qui vivez de l'anxiété, qui avait des symptômes dépressifs, que vous sentez, là, c'est ça, que vous avez des idées noires, que vous avez besoin d'aide, bien, n'hésitez pas à en parler à une collègue. Ça peut commencer comme ça. N'hésitez pas à aller voir votre chef de service. Puis si vous sentez que votre chef de service n'est pas ouverte, il y a le PAE qui peut vous aider aussi, votre assistante, dans le fond, AIC, ASI, faites juste en parler à quelqu'un. Ouais. Puis même si c'est pas quelqu'un qui est concrètement avec vous dans ce milieu-là, parlez-en à quelqu'un qui est dans un autre milieu qui va pouvoir vous comprendre, mais parlez-en, c'est vraiment important. Puis attendez pas que ça soit trop présent. Ouais. Parce que c'est en parlant qu'on brise les tabous. Fait que c'est un peu ça, tu disais, il y a un tabou, on n'en parle pas, les infirmières, mais plus qu'on va en parler, moins il va y avoir de tabous. Puis plus, mais hey, Ariane ne file pas ces temps-ci. Hey, y a-tu quelqu'un qui l'a texté aujourd'hui? Ah oui, c'est beau. Elle m'a dit, ok, parfait, c'est beau. Tu sais, c'est comme ça qu'on va prendre soin les unes des autres. Puis qu'on va être plus douce envers nous-mêmes. Oui. Ben, tu sais, si je peux me permettre, mettons, pour des personnes qui auraient besoin du concret ou quoi que ce soit, moi, j'ai eu une situation un peu semblable à ça. Tu sais, pour m'ouvrir, dans le fond, moi, j'ai commencé à Sainte-Agathe-des-Monts. J'avais pas fait de plancher pendant comme 1 an durant le début de mon bac parce que j'étais dans le monde de la gymnastique, là, c'est parenthèse. Mais tu sais, j'ai commencé vraiment rough dans le milieu. Je me suis bien adaptée. J'ai été super bien encadrée. C'était de la médecine. Je veux dire, je pense que c'est le plus basique qu'on a dans la profession. Ben, c'est sûr qu'il y a plus basique, là, mais sur le plancher, tu sais, c'est quand même général. Tu sais, c'est pas précis. Oui, un patient peut mal aller, mais tu sais, souvent, c'est comme les patients sont stables, fait que c'est plus simple pour commencer, fait que j'étais correcte. Puis après ça, dans le fond, quand je suis revenue à Saint-Hyacinthe, j'ai appliqué en chirurgie. J'adorais la chirurgie, c'était super le fun, ça me permettait de développer mes compétences, d'avoir beaucoup de jugement, mais c'est un milieu qui m'a causé beaucoup de pression. Tu sais, on reçoit toujours des salles d'op, on a toujours plus de patients. Tu sais, le patient, il vient de se faire opérer, tu peux pas lui dire, ben non, reste en salle d'op, genre, il faut qu'il monte absolument. Fait que souvent, on se surcharge. Il y a, à cause de la pression, ben il y a de la pression dans les équipes. Puis moi, j'ai trouvé ça super difficile. Puis je me suis un peu rendue là, tu sais, au fait de comme tout garder pour moi, pas bien filer. Et je me rappelle, je faisais mes feuilles de route, puis je tremblais, là. Je me suis comme vraiment rendue loin, puis je me disais, ben c'est le stress, j'en parlerai pas, je vais garder ça pour moi. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui étaient comme... J'ai l'impression, tu sais, que t'es pas comme avant. Tu sais, t'es arrivé ici, tu rayonnais, t'étais fonctionnel, tu nous gérais tes patients. Là, on dirait que tu fais plus rien parce que tu penses à plein de choses puis ça va pas, tu sais. Puis moi, longtemps, je l'ai nié. Tu sais, ça m'a pris un bout faire mon cheminement puis me dire... Ça marche pas, c'est rendu de l'anxiété, j'ai dû être médicamentée, maintenant j'ai réussi à sévrer ma médication, tout va bien, mais je me suis rendue tellement loin avant de comme partager ce que je vivais, puis tu sais, je me rappelle, il y a des collègues qui ont essayé, là, j'ai passé des heures à parler à des collègues qui étaient un peu comme moi, qui s'étaient rendus au bout du rouleau avant d'agir, puis étaient comme, faut pas que tu te rendes là, faut que tu casses ça avant, puis malgré ça, tu sais, je les ai pas... écouter. Je sais pas si c'était dans mon cheminement personnel que je n'étais pas rendue là ou quoi que ce soit, mais tu sais, c'est tellement important d'écouter les autres, puis justement, de pas se rendre au bout du rouleau, tu sais, d'ouvrir les yeux, de voir nos symptômes, puis d'en parler, de voir un médecin ou whatever. Mettons, as-tu des conseils pour quelqu'un un peu comme moi qui va attendre d'être à bout de souffle, de plus être productif pour se dire « OK, là, ça marche pas ». Ben en fait,
c'est sûr que ça dépend, comme tu dis, de quelqu'un comme toi. Il y a des composantes de personnalité Oui. là-dedans. Puis je le comprends parce que je pense que je suis un peu comme ça aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup d'anxiété de performance. Ouais. Puis qui sont très perfectionnistes et très exigeants envers eux-mêmes. Ouais. Et de demander de l'aide, c'est pas facile. Ouais. Puis il faut piler sur l'orgueil. Ouais. Moi, j'ai pour mon dire, puis j'ai tout le temps dit ça, quand tu rentres à l'hôpital, ou quand tu rentres dans ton milieu, que là, je dis hôpital, mais tu sais, ça peut être ton centre de soins X, Y, Z, tu prends ta petite orgueil que sur ton épaule, puis tu la laisses à la porte. Ouais. Puis après ça, tu vas faire ton corps de travail, tu le reprendras après. Ouais. Ta fierté puis ton orgueil, tu le reprendras après. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, comme mettons, toi, j'imagine que ce que tu voulais, c'est bien faire. Ouais. Tu voulais le bien de tes patients. Ouais. Puis tu voulais continuer puis montrer que tu étais capable de bien prendre soin de tes patients. Ouais. Fait Puis je me mettais de côté. C'est ça. Mais maintenant, des conseils, je sais pas, moi, comment que j'aurais pu intervenir avec toi. Il y a plusieurs façons d'intervenir, puis ça dépend tout le temps de la personne. J'avouerais, on se connaît un petit peu minimalement. Tu as déjà été en stage dans mon milieu de soins, fait que j'imagine que tu as entendu un petit peu parler de moi. Moi, je t'aurais peut-être confrontée, en fait. OK. Comme, tu sais, je t'aurais dit, j'imagine que tu veux le bien pour tes patients, puis tu veux être alerte, tu veux comme, avoir des soins de haute qualité. Est-ce que tu crois qu'en ce moment, dans l'état où tu es, tu donnes des soins de qualité et que tu es 100% disponible mentalement pour ton usager, ton patient? Ouais. Ta réponse aurait été non. Non. OK. Comment qu'on peut faire pour améliorer ça? Le problème, est-ce que c'est tes compétences en ce moment? Non. Ben, tu sais, j'ai les connaissances, c'est juste ça. C'est ça. Le reste. C'est ça. Fait que, est-ce que ça te tente qu'avec moi ou avec une collègue préceptrice ou on travaille ensemble sur justement qu'est-ce qui fait en sorte que tu te mets cette pression-là et qui fait que tu n'es pas disponible à 100%? Parce que tu l'étais quand tu es arrivé, ça veut dire que tu es capable, tu l'as en quelque part. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es paralysé? Puis que tu n'es pas capable de faire tes choses. Puis là, on est encore dans le faire. Moi, je veux même pas qu'on tombe là-dedans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu quittes ton corps de travail puis que tu n'es pas satisfaite tu n'es pas contente de ton corps de travail? Que tu n'as pas fait « Ah, c'était une belle journée! » Tu sais, je veux qu'on travaille ça ensemble. Fait que, tu sais, moi, je t'aurais peut-être confrontée. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont besoin de se rendre jusqu'au bout pour comprendre que ça marche pas. Mais on n'est pas obligé de se rendre là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais... C'est pas le fun. C'est pas le fun. Mais ça, c'est ma personnalité à moi comme conseillère. Tu sais, on appelle ça de la confrontation douce. Fait qu'encore là, c'est mon background, peut-être un peu d'intervention. Puis il y a différentes façons de faire. Puis c'est chacun nos couleurs. Puis il y a des gens avec qui je ferais jamais ça parce que, justement, tu sais, je veux pas... planter le clou encore plus, là. Mais de ce que je connais, du peu que je connais toi, si j'avais vu ça, je pense que je me serais permis un petit peu. Parce que ce qu'on veut, ultimement, c'est d'être bien, d'aimer ta profession, puis de donner des soins de qualité. Maintenant, des infirmières qui figent, je ne sais pas si tu connais un peu Sonia Lupien. Non, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est un livre qu'elle a écrit, c'est pour l'amour du stress, qui parle vraiment du stress au quotidien, puis que, en fait, le stress, c'est vital. Tu sais, c'est là pour une raison, puis en fait, le stress, c'est quoi? C'est notre cerveau qui réagit à un danger. Puis on a plusieurs façons de réagir à un danger. On peut fuir, on peut foncer, on peut figer aussi. Donc, de plus être capable de faire nos choses, de comme, tu sais, tu dis, je faisais ma feuille, puis je tremblais, mais là, tu figes. Comme, je suis plus capable d'avancer puis de faire mes choses. Ça peut être ça peut être, bon, ben moi, la profession infirmière, si c'est pas fait pour moi, je quitte. Ben là, c'est de fuir, mais ça peut être de foncer puis de faire n'importe quoi, tu sais. Donc, quand on reconnaît notre mécanisme, puis qu'on reconnaît, OK, là, en ce moment, je vis du stress, c'est vraiment ce que je vis, j'ai mis un mot dessus. Tu sais, je pense que tu connais aussi l'acronyme, là, dans le fond, que le stress est causé par, dans le fond, l'ego, l'inconnu. C'est vraiment un bon livre, ça, le lire. Dans le fond, une situation nouvelle, quelque chose d'imprévisible, quelque chose qui menace mon ego. Mais une fois qu'on a reconnu ces signes-là, puis moi, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment d'aider la personne à reconnaître ça dans sa situation. Ben là, OK, je vis du stress. OK, puis c'est normal. Ah, OK. Ah, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Bon, ben là, ça faut que ça vienne de toi. OK, mais ça dépend c'est quoi qui cause ton stress. Puis maintenant, est-ce que c'est parce que tu te trouves désorganisé et tu n'as pas de structure de travail? Ben je peux te mettre avec une infirmière à côté de toi,
sais, pas nécessairement avec toi, mais tu sais, dans la même section, qui, elle, est super organisée, puis super protocolaire, pour que tu puisses un peu emprunter sa technique de travail. Ouais. Est-ce que toi, c'est parce que tu remets tout à plus tard, parce que aussitôt qu'il y a une cloche qui sonne, tu vas te lever puis tu vas répondre? Tu sais, tu as des collègues. Ouais. Ben, tu sais, il y a plusieurs choses qui peuvent faire ça. Plusieurs choses qui causent l'anxiété, mais c'est de trouver la source. C'est de trouver pourquoi ça cause de l'anxiété. C'est quoi l'espèce de cause sous-jacente à ça? C'est quoi le sentiment que ça te crée? OK. Mais c'est d'aller explorer ça. Je suis pas psychologue. Ouais. Fait que ça, c'est le PAE. Oui. Souvent, je vais même demander à la personne, est-ce que tu as un suivi psychologique? Est-ce que tu voudrais qu'on regarde ça ensemble pour te trouver un suivi psychologique? Ça me dérange pas de t'accompagner là-dedans. C'est sûr, je vais référer au PAE, mais je suis pas psychologue, comme je dis, mais je peux quand même essayer d'outiller la personne, de lui donner des moyens de par mon expérience, de par mon passé, de par mon rôle, puis de mettre en place certaines ressources pour cette personne-là, pour pas qu'elle se rende au bout du rouleau. Puis tu sais, si je peux me permettre, tu donnes plein de conseils. Moi, au début, je pense que ce qui s'est passé, c'est que les gens essayaient de me donner des conseils, essayaient de m'entourer, mais moi, je me disais, un peu comme tu disais avec l'ego, non, moi, je suis capable toute seule. J'ai pas besoin de tes trucs. Moi, je veux m'arranger toute seule. Mais comme, si t'es rendu à vivre des situations qui t'angoissent, puis qui te font faire de l'anxiété, tu prends ton ego, tu la mets de côté, puis tu la prends l'aide. Ça va faire mal, puis tu vas faire... Si t'es une personne comme moi qui veut toujours impressionner, qui veut toujours montrer aux autres qu'elle est capable, ben de suivre une infirmière puis de regarder sa façon de travailler, tu vas faire comme... Ah, mais après coup, tu vas faire comme, OK, je suis rendue avec une structure de travail, puis comment elle fonctionne, là? J'ai fait toutes mes patients, ça a été bien. Tu reprends ta confiance, puis ça va revenir tranquillement. Fait que, tu sais, d'être ouverte aux autres qui veulent t'aider, puis de, justement, te mettre de côté, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à pas se rendre au bout du rouleau, tu sais, d'écouter, puis d'essayer de prendre les conseils. Mais en fait, moi, je donne pas de conseils. Tu sais, c'est ça, c'est que... Tu sais, un conseil non sollicité, il n'y a rien qui est plus frustrant que ça. En fait, il faut que ça vienne de la personne. Fait que c'est juste d'offrir sa disponibilité. Puis souvent, ma première rencontre, c'est que je décris un peu mes services. C'est un peu un service que j'offre. Tu sais, ben voici mon rôle, voici ce que je peux offrir. Ce que tu vis, ça m'est pas étranger, c'est quelque chose qui se passe souvent. Fait que c'est de normaliser les émotions, de faire du reflet, d'offrir ta disponibilité, puis de dire un peu... Tu sais, toi, as-tu des solutions concrètes? As-tu des choses? Non, 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 ça va, ça va. Ah, OK. Mais si jamais, voici ce que je pourrais faire pour toi, pour mettre en place. Si jamais ça t'intéresse, reviens me voir. Retexte-moi. Puis si la personne ne me retexte pas, je vais juste 2 semaines plus tard faire comme « Hey, salut Ariane! Comment ça va? » Puis tu sais, ça peut être aussi niaiseux que... tu sais, du renforcement positif, puis de souligner les forces, puis de, par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté à demander de l'aide, ben souvent, ce que je vais faire, tu sais, des fois, je vais comme sur le terrain et tout ça, puis, OK, il y a un patient qui arrive, viens-tu, on va le faire en équipe, non, non, puis après ça, hey, t'as-tu vu comment ça a bien été? Ouais, c'est vrai, ça a été vite. Ben, tu vois comment ça va bien quand on travaille en équipe. Ouais, t'as raison, dans le fond. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de donner des conseils, puis on n'est pas dans une culture de blâme. On n'est pas dans une culture de c'est pas correct comment tu fais ça. C'est, moi, ce que, ben, tu sais, ça, c'est ma façon de travailler encore là. Mes collègues, peut-être qu'ils sont pas comme ça, là, mais moi, je suis plus dans, je suis là en backup. J'ai des outils, j'ai des ressources que peut-être que moi-même, je connais pas encore, mais que si ce que j'ai en ce moment répond pas à ton besoin, je vais aller chercher plus loin. Sache que j'existe. Puis si tu as besoin, je vais être là. Mais une fois de temps en temps, sache que je vais venir taper sur ton épaule pour te refléter que je trouve que ça n'a pas l'air d'aller tant que ça. OK. Mais tu sais, maintenant, si la personne a moins d'autocritique, qu'elle se voit pas aller, puis qu'elle est vraiment dans le déni, ben en quelque part, je peux pas lui tordre un bras. Mes rencontres sont pas obligatoires. Moi, c'est du volontariat. Fait que si la personne veut pas de suivi... Elle va se rendre au bout du rouleau, elle va s'en apercevoir, puis avec du recul, elle va faire de la rétrospection, puis elle va faire « j'aurais donc dû », mais il y en a qui ont besoin de se rendre jusque-là. Puis si c'est ça, c'est correct. J'aurais donc dû, ben la prochaine fois, tu vas savoir. Tes erreurs. C'est ça, puis tu sais, c'est ça. Il y en a qui ont besoin de se rendre au bout du rouleau pour comme se rendre compte, OK, là, tu sais, j'aurais dû en parler avant. Mais en même temps, quand tu le sais pas puis que tu l'as jamais vécu,
sais, une dépression, tant aussi longtemps que t'en vis pas une, tu sais pas c'est quoi. Ouais. Tu regardes quelqu'un qui est déprimé, puis tu te dis, ben voyons, tu sais, juste Souris. sourit, fait du sport, puis boit un verre d'eau, là. Ouais. Et t'as peu, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Tu sais, c'est comme dire à un patient diabétique, ben là, produis donc un peu plus d'insuline, s'il te plaît. Tu sais, ça fonctionne pas. Dire à quelqu'un qui est stressé de se calmer, c'est comme dire à un asthmatique de respirer. Tu sais, ça marche pas, là. Ouais. Donc, une fois qu'on l'a vécu, on peut mieux comprendre. Puis on n'est pas obligé nécessairement de le vivre soi-même, là, parce que, tu sais, sinon, tu sais, je veux dire, les infirmières qui travaillent en oncologie n'ont pas tous déjà eu un cancer, là. Mais c'est difficile de se reconnaître à soi-même, dans le fond. C'est difficile de reconnaître ses propres symptômes tant qu'on ne l'a pas vécu. Ouais. Mais là, après ça devient plus facile de... Mettons que là, quelques années plus tard, je re-rencontre Ariane qui va maintenant mieux, mais que je trouve qu'elle recommence à démontrer les mêmes signes et signaux. Bien là, ça va être plus facile pour moi de dire « Hey Ariane, j'ai l'impression que tu me sembles anxieuse, tu me sembles préoccupée. Ça me rappelle, v'là 2 ans. Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Trouves-tu que tu as les mêmes symptômes, les mêmes signaux d'alarme? Ah, ouais, c'est vrai. Tu sais où est-ce qu'on s'est rendu, v'là 2 ans? Ouais. Je m'inquiète pour toi. T'sais, je voudrais pas qu'on se rende là. Est-ce que tu veux tout de suite des mesures d'aide? Ouais. Oui, parfait. Fait que, tu sais, c'est ça. OK. Puis, mettons, quelqu'un qui aurait la difficulté à aller chercher de l'aide, qui voudrait essayer, mettons, d'être alerte à comment il se sent, qu'est-ce que tu peux observer chez une personne qui commence à faire de l'anxiété puis que tu vois un petit peu de désorganisation pour un peu des guidelines? Je sais que l'anxiété, c'est propre à chacun, mais tu sais, qu'est-ce que... Mettons, moi, je tremblais pas. Si je regardais ma main, je tremblais pas, mais je me sentais trembler de l'intérieur. Puis j'avais l'impression que j'étais comme un peu hyperactive dans mes pensées, que j'étais pas capable de me structurer. Y a-t-il des choses que toi, t'as vues chez des personnes que tu pourrais partager à quelqu'un pour lui dire, si tu vis ça, ben peut-être commence à te poser des questions? Ben en fait, c'est tellement différent pour chacun, comme tu dis, parce que on a chacun notre réponse au stress. Ouais. Tu sais, comme je disais, il y en a qui figent, il y en a qui fuient, il y en a qui foncent, tu sais. Mais chaque changement de comportement, ça vaut la peine de s'y intéresser. Puis de se poser des questions. Puis de se poser des questions. Fait que si vous voyez que votre collègue, d'habitude, est super expressive puis qu'elle parle tout le temps, que là, ça fait comme une semaine qu'elle est plus dans son coin, qu'elle s'isole puis qu'elle rigole plus autant, ben juste de lui demander « Hey, tu sais, ça va? T'es-tu correct? Est-ce que quelque chose que je peux faire pour toi? » Puis ça peut être totalement le contraire. Quelqu'un qui habituellement est vraiment son affaire, qui est presque taciturne, qui parle pas puis qui fait ses choses, que tout d'un coup, elle arrive pas puis que tout est désorganisé, que, ben, hey, tu sais, tu me sembles un peu plus désorganisé qu'à l'habitude. Tu sais, il y a une façon de le dire. Tout se dit, c'est dans la façon de l'apporter. Et quand c'est fait avec douceur et quand c'est fait avec une volonté de s'intéresser à l'autre, ça peut pas mal aller. Tu sais, de commencer par « Je suis inquiète pour toi. Je m'intéresse à toi. Tu me sembles inquiète. Tu me sembles plus désorganisée, plus stressée. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux t'aider? » C'est sûr, ça peut juste être bien accueilli. Puis si jamais la personne se referme, ben c'est de dire « OK, au moins, elle sait que t'es là. » C'est ça. Écoute, tu me dis que ça va, je te crois. Si jamais ça change, sache que je suis là si tu veux en parler, si tu veux ventiler. Ouais. J'existe. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a différents signaux d'alerte. Maintenant, il y en a d'autres, des signaux d'alerte, qui sont peut-être un peu plus sérieux, donc pour soi-même, là. Donc, quand on commence à avoir des idées de mort, Tu sais, on a tous des pensées intrusives dans la vie, là, c'est normal. Je sais pas s'il y en a qui... C'est pour ceux qui connaissent pas ça, c'est, tu sais, mettons, quand on marche sur le bord du chemin, je me demande ce que ça ferait si je me pitcherais dans le trafic. Bon, on a tous ça et c'est normal, ça veut dire que vous êtes en bonne santé mentale. Mais si vous commencez à y penser sérieusement, ben là, à peu, là. Là, ça, c'est un gros signal d'alarme. Si vous commencez à remarquer que vous êtes plus capable de dormir, que vous êtes plus capable de vous concentrer, prise, perte de poids, que ça peut être aussi vous feriez tout le temps des siestes, plus fatigué. C'est tous des symptômes d'une dépression. Si vous commencez à remarquer
Tristement, moi, j'ai déjà vu quelqu'un que, bon, il y a eu un code blanc, donc un patient agressif, et la personne, pendant ce code-là, elle s'est dit dans sa tête, j'espère qu'il va me faire mal pour que je puisse partir en maladie. OK. Ben, cette personne-là, après ça, elle est sortie de la salle et elle a dit, je quitte. OK. Je vais aller consulter un médecin maintenant. Ouais. Donc, elle s'est écoutée. Quand on commence à avoir des pensées comme ça, de se faire mal, de se blesser intentionnellement, ben là, on est dans des signaux d'alarme graves. Puis là, il faut consulter à ce moment-là. On n'est plus dans je vais aller voir la conseillère. La conseillère, elle va te référer à d'autres. Ouais. Elle va te référer à un professionnel de la santé Ouais. parce que rendu là, je pense que il y a une problématique plus sérieuse, là, puis qu'il faut en prendre compte, il faut agir. OK. Puis quelqu'un qui sent qu'il a de l'anxiété, qui est pas capable, mettons, de se réorganiser dans sa routine de travail, ben en fait, c'est parce que j'ai une réponse en arrière de la tête, fait que je sais pas trop comment le formuler, mais tu sais, je vais juste dire ce que je pense, Vas-y. puis on partira là-dessus. Mais tu sais, mettons, moi, mon stress venait de l'équipe de travail, venait de la pression que je me mettais avec les patients. Puis au final, la solution qui a aidé à diminuer mon stress, en plus de la médication, ça a été un changement de département. Mm-hmm. Au début, je le voyais pas, j'étais comme peu importe je vais où, ça va rien changer, tout, mais j'ai été en maternité, puis juste le fait de voir des patients heureuses, de voir des moments heureux, oui, je vis un stress quand même, oui, j'ai des bébés entre les mains, mais déjà là, ça vient changer sur le moral. Fait que, tu sais, à part un changement de département, y a-tu d'autres choses que tu pourrais voir, qu'une personne pourrait essayer comme solution si elle veut pas faire la rétrospection puis régler son problème, mettons? Ben, en fait, c'est que chaque action concrète va venir quand même d'une personne qui est consciente de ses problèmes. Fait Ouais. que, tu sais, pas obligé de changer de département. Ouais. Ça dépend tout le temps, c'est quoi la cause du stress. Fait que pour prendre des actions concrètes, il faut qu'elle ait quand même eu cette réflexion-là, puis le PAE peut servir à avoir cette réflexion-là. Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, là, d'être dans cette situation-là. J'étais pas heureuse sur un département, sur un corps de travail, au point où ce que je remettais en doute mes compétences, puis je remettais même en doute la profession. Je me demandais si j'étais à ma place, puis qu'est-ce que je faisais là. J'ai changé de corps de travail. OK. J'ai juste été de soir et j'avais l'impression que j'avais changé de pays. Pourtant, c'était les mêmes personnes, c'était le même, c'était pas la même équipe. Mais tu sais, des fois, ça marche juste pas avec des gens. Pas parce qu'ils sont pas gentils, pas parce que toi, t'es pas gentil. C'est juste lourd. Non, mais c'est juste qu'il y a un conflit de personnalité. Il y a un conflit, puis ça fait en sorte que ça t'affecte sans que tu t'en rendes compte nécessairement. C'est ça. Puis tu sais, des fois, ça fit juste pas avec des gens. Puis, Ouais. tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps des 1, 2, 3 personnes avec qui tu t'entendras pas. Mais si tu t'entends pas avec tout le monde, le dénominateur commun de toutes ces belles petites personnes-là, ben c'est bien toi, là. Ouais. Fait que là, peut-être que c'est toi qui as des choses à travailler, des choses à changer. Donc, c'est pas obligé de changer de département. Des fois, ça peut être de changer de corps de travail, tout simplement, de changer de fin de semaine. Ça peut être de changer d'horaire. Tu sais, peut-être que c'est pas fait pour tout le monde de travailler à temps plein, là. Ouais. Puis, je vais le dire, je suis assez consciente, je suis assez honnête pour le dire. Moi, là, avoir un temps plein, oublie-moi, là. Je suis pas capable d'avoir un temps plein parce que je parle de... Là, en ce moment, je suis en temps plein, mais j'ai pas le même travail. C'est ça, je fais pas le même travail, mais moi... À temps plein dans un hôpital. Ouais, mais en fait, quand j'ai déjà été à temps plein de nuit à l'urgence, c'était trop. C'était trop parce que c'est tellement un travail qui est demandant au niveau cognitif que pour moi, c'était trop. Puis j'ai reconnu ça. J'ai été capable d'avoir ce regard critique sur moi, de dire, je vais m'épuiser. C'est trop. Je vais aller voir ma chef de service, puis je vais lui dire. Puis j'y ai dit, j'ai appliqué sur un poste de soir, à temps partiel, puis je l'ai eu. Puis j'avais un 8, quinzaine, puis ça faisait mon bonheur, c'était juste assez. Puis quand je me sentais plus en forme, ben je prenais un quart de travail supplémentaire, puis c'est tout. Fait que je faisais mes 9 quarts de travail, mais j'étais pas épuisée. Mais j'ai eu ce regard-là sur moi, puis ça a été long, là, avant que je l'aie. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des gens pour qui c'est juste trop un temps plein. Fait que, tu sais, c'est de regarder un peu, il vient d'où mon stress, il vient d'où mon épuisement, il vient d'où de... Puis c'est comment je peux faire pour régler la situation. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu es dans un département que la clientèle
t'intéresse pas, t'es pas stimulé. Peut-être que t'es juste pas passionné parce que tu fais... Parce que le jour que tu tombes dans quelque chose qui te passionne... moi, j'étais en vacances, là. Je rêvais à l'urgence, là. J'entendais mes moniteurs sonner, là. Puis là, je voulais cardio-verser dans mon sommeil, là. Fait que, tu sais... Je rentrais dans mes sets de congé parce que je m'ennuyais trop. Fait que, tu sais, une fois que tu puis je faisais pas ça en maternité, là. Ouais. Pas que c'est pas le fun, la maternité. Il y en a qui mais ne non, mangent... parce que moi, je ferais ça. C'est ça. Il y en a qui en mangent. Ouais. Mais comme, moi, ça m'allumait pas. Ils sont bien beaux, les petits bébés puis les mamans. Puis je suis bien contente pour eux, mais on dirait qu'il me manquait quelque chose. Même chose quand j'ai travaillé, que j'ai fait seulement de la santé mentale. Ouais. Il me manquait un petit quelque chose parce que là, c'était de la santé mentale sur des départements, c'est du... Tu sais, on n'est plus dans la stabilisation d'une crise. Moi, c'est la crise que je veux. Fait qu'une fois que j'ai trouvé ça, ben là, crime, j'étais plus arrêtable, là. Ouais. Fait que quelqu'un qui vit cette situation-là, oui, peut changer de département si le problème, c'est la clientèle. Ouais. Si c'est le département. Mais maintenant, si c'est juste l'équipe, ben change d'équipe. Ouais. Si c'est le nombre de corps que tu fais, change de corps. Si, tu sais, fait qu'il y a tout le temps moyen de moyenner. Nous, en fait, comme organisation de santé... Ben, nous, comme si j'étais l'organisation de santé. Je suis le CIUS. Non, je ne suis pas le CIUS. Mais en fait, le but, c'est de garder la relève. On veut rétentionner la relève. Fait qu'il n'y a pas un chef de département qui va faire « Ah, ben là... » Je te l'accorde pas, ton 8-15. Hey! Tu sais, si ça peut faire en sorte que cette personne-là ne quitte pas... Ouais. Je veux dire, un 8-15, c'est mieux qu'un 0-15. C'est ça. Mais là, maintenant, elle peut pas comme libérer quelqu'un du jour au lendemain comme ça. T'sais, des fois, période d'adaptation. Ouais. Je sais que là, à cause de la pandémie, il n'y a plus de temps partiel qui se donne. Ouais. Mais est-ce qu'il y a moyen de moyenner que je peux-tu faire 2-12 heures puis m'enlever un chiffre? Tu sais, comme, y a-tu moyen de moyenner? Faites juste... Je pense que le point clé là, de tout ce que j'essaie de dire depuis tantôt, c'est juste parlez-en. Ouais. Parlez-en à quelqu'un. Ouais. Parce que tout part de là. Si vous gardez ça pour vous, il n'y a rien qui change. Ouais. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y aura pas de changement si tu changes pas tes comportements à base. Ouais. Ça va juste être la même situation qui va se répéter. Ça, c'est le même dans tout. Fait que c'est la même chose au niveau de la profession infirmière puis au niveau de ton bien-être. Ouais. Mais c'était vraiment une belle discussion, pour vrai. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important d'en retenir, c'est de normaliser l'anxiété, le stress, puis de parler comme tu viens de dire. Mais de ne pas le banaliser. Pas le banaliser. On normalise, mais on ne banalise pas. Exactement. C'est correct d'en vivre, puis tu sais, il faut être alerte à tout ce qu'on a parlé. Mais, tu sais, des fois, juste de se dire, OK, ce que je vis, c'est normal, je peux en parler, puis les autres vont me comprendre. Tu sais, quand j'étais arrivée en maternité, moi, j'avais mon stress qui était déjà gros comme ça parce que je revenais d'un autre étage qui m'avait juste fait bomber en stress. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'en parler, puis c'était comme... Ah, mais moi aussi, moi j'ai été médicamentée longtemps pour de l'anxiété, puis je viens de réussir d'arrêter. Ah, moi, mon chum, il est médicamenté, puis il est infirmier, puis d'un coup, t'es comme, OK, je suis normale, puis tout le monde a passé par là, fait qu'on va s'allier, puis on va sortir de tout ça, tout le monde ensemble. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est important d'en retenir. T'es-tu d'accord? Je suis vraiment d'accord. Parlez-en. Ayez pas peur, oui. parce que c'est en parlant qu'on brise les tabous. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup, Stacy. On va avoir une deuxième partie pour ceux qui sont intéressés. On va parler plus du côté urgence, santé mentale, toute ta maîtrise. Fait que, ben, pour ceux qui écoutent le podcast en ce moment, ça va être la semaine prochaine. Pour nous, ben, ça va être dans 5 minutes. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est ce qui concluait l'épisode sur l'anxiété avec Stacy Corriveau. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions, vous montrer que vous n'étiez pas seul à ressentir de l'anxiété en tant qu'infirmière ou même pouvoir vous outiller un petit peu si jamais vous faites face à cette situation-là au cours de votre carrière. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser une mention j'aime sur l'épisode et le podcast. N'oubliez pas de le suivre sur Instagram, la chaîne YouTube et ou sur votre plateforme d'écoute pour rien manquer. Vos commentaires et vos suggestions sont toujours les bienvenus. Je vous fais pas le coup une deuxième fois. Le prochain épisode de la semaine prochaine avec Stacy est déjà enregistré. Donc, je peux vous assurer avec certitude que ce sera la partie 2 qui va être diffusée la semaine prochaine. Puis, avec Stacy, on va aborder cette fois-ci le côté de la santé mentale à l'urgence. À mardi prochain!